Alors, Descombes, je suis architecte et je suis très heureux d'avoir été invité ici pour m'expliquer. J'ai demandé à Gilles Tiberghien et à Jean-Marc Besse de venir ici collaborer avec cette discussion. Pour moi, elle est importante, leur présence est importante parce que ce projet, il est, comme tout projet d'architecture, il est collectif. C'est un travail qui demande une lourde équipe, surtout dans ce projet de restauration des écosystèmes. Il y a toute une série technique, évidemment écologique, dont on parlera. Mais il s'est fait dans un contexte particulier à Genève, c'est-à-dire entre, on peut dire, un bureau privé qui avait le mandat et un organisme d'enseignement, l'école d'architecture, où on avait fait un séminaire à architecture et paysage dans lequel, entre autres personnes, il y avait Gilles et Jean-Marc. Et je pourrais dire que ce projet, il existe tel qu'il est parce qu'il est inhibé de cette relation entre théorie et pratique, disons, pour dire des choses simplement. L'université nous a donné le temps, et ça c'est, moi, quand j'ai été de mes profs honoraires, j'ai dit, je remercie l'université de m'avoir donné le temps de réfléchir. C'est le contraire de tout ce qui se présente maintenant, où on demande à des bacheliers de décider de leur futur. Moi, j'ai commencé par étudier les lettres, ensuite, en même temps que l'architecture. Cette histoire qu'à 15 ans, il faudrait savoir si on veut être physicien ou poète, c'est une connerie, mais sans fin. Donc j'aimerais rappeler simplement que ces établissements universitaires liés aux problèmes d'aujourd'hui, ce sont des perles, des mines de richesse pour rendre ce monde peut-être pas inhabitable. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Et je vous remercie de m'avoir invité. Je reviens des expériences de paysage 2020, on est déjà client ce matin, donc je disais le star du paysage, avec ces deux impresarios, Jean-Marc Besse et Gilles Tiberghien, qui sont philosophes du paysage. Donc Georges Descombes est né à Genève et vit à Genève, a beaucoup travaillé à Genève. Vous avez vu sur l'affiche de cette conférence le projet du dessin de la rivière de l'Air, qui est à Genève. Nous avons apporté ici un ouvrage qui décrit ce projet, c'est pour ceux qui ne le connaissent pas. Je vous le montre, celui-ci, qui est épuisé, mais qui va peut-être être réédité. Simplement, un mot pour vous dire que on a entamé la démarche pour inviter Georges Descombes il y a à peu près 1 an. Ça n'a pas été simple de le convaincre pour venir nous voir, pour faire le déplacement, justement. Et finalement, déplacement, c'est plutôt le thème de cet ouvrage. Ce que vous pouvez trouver par contre celui-ci dans les librairies parisiennes qui est un peu partout, qui sera peut-être présenté aussi tout à l'heure par Georges. Merci pour votre présence, à vous la parole. Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation. Ce projet est né dans un contexte de recherche, de conception particulier, puisque c'était à la fois, on a gagné un concours dans un bureau privé, disons, mais on était enseignant à l'Université de Genève, à l'école d'architecture, dans un DEA, qui s'appelait architecture et paysage. Et ce projet est né aussi, a été nourri de cette relation, disons, théorie-pratique, pour faire les choses simples. Et je crois que je peux dire sans doute tout exagéré que Gilles et Jean-Marc sont en quelque partie les co-réalisateurs de ce projet. Le projet n'aurait jamais été tel qu'il est sans cette pulsion théorique, enfin sans cet tropisme d'aller chercher les choses. Et il faut quand même le dire aujourd'hui parce que ça n'a pas échappé en lisant la presse, enfin quand elle paraît, de voir ce qui se passe avec ces lois de programmation, etc., qui transforment l'université en quelque chose de terrible. C'est le contraire de ce que nous avons vécu. Moi, je remercie l'université de m'avoir donné le temps de passer le projet. C'était une période de réflexion et je dois dire aussi que, donc je veux dire ça, c'est que ce projet est un projet qui a profité d'une
d'un instrument collectif partagé, financé par l'État de Genève, etc., enfin, confédération, qui nous a donné les moyens de réfléchir et de penser, disons, dans les limites de notre compétence. Je crois que c'est bien de le rappeler, parce que je suis complètement solidaire avec les enseignants, on en a vu d'autres, qui s'opposent à cette destruction de l'université. C'est très grave, je ne sais pas, ça fait partie de beaucoup de destructions en cours, c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Ce qui s'est passé à Genève, c'était aussi quelque chose de formidable, parce que c'était une joie. Ce n'est pas du tout ennuyeux, on s'est amusé, c'était drôle de faire, enfin c'était drôle, c'était stimulant d'être... on avait inventé, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais on avait simplement un dispositif que je trouve formidable. Habituellement, les professeurs sont, si on a 10 professeurs, on était une dizaine de professeurs pour ce DEA, en général, ils viennent un le mardi, l'autre le mercredi, etc. Et si vous les mettez tous ensemble, c'était le cas, ça ne coûte pas plus cher, parce qu'ils viennent le même jour, vous les payez la même chose. Et on avait toujours, dans une salle à peu près comme ceci, avec des grands tableaux noirs, où on pouvait s'agiter, d'écrire, 10 professeurs et 15 étudiants dans un séminaire. Et ça, c'était de l'interdisciplinaire ou du transdisciplinaire, comme vous voulez. C'était un groupe de réflexion. Et ça, pour moi, ça a été des moments de grâce. Et voilà. Donc c'est aussi de ça dont je voulais parler aujourd'hui. Je ne sais pas où il faut appuyer. Attends, il faut que j'avance comment ça doit être ça, hein. Bon, il y a plein de... Ce site, là, je ne fais pas de la publicité, mais enfin, il y a plein de publications, de films, d'interviews, de documents. Si vous allez sur ce site, vous trouverez tout. Il y a des publications dont je parlerai. Vous trouverez les renseignements là. Donc je le dis tout de suite parce qu'habituellement, on le fait à la fin, et puis j'oublie toujours de montrer cette référence. On vous propose de travailler comme ça aujourd'hui, enfin de discuter comme ça. Le thème de ce projet, c'est une rivière canalisée, comme il y en a tant, et il y a eu un concours dans les années, la fin des années 2000, disons, pour évidemment rétablir un écosystème de la rivière plus riche et plus équilibré. Et le programme implicite du concours était de démolir le canal et de remettre la rivière dans ses anciens méandres. Et ce projet, ce bouquin s'appelle « La rivière et son double », c'est un article de la paysagiste, enfin de la théoricienne du paysage, Elissa Rosenberg, qui est maintenant en Israël, et qui a eu cette belle image de la rivière et de son double, le canal et la rivière. Donc on va avoir aujourd'hui... Si j'insiste aujourd'hui sur ce projet, c'est qu'il y a évidemment une partie, on peut dire, écologique. C'est de redonner à la rivière un espace de liberté où elle peut retrouver des conditions morphologiques dont on va parler abondamment. Mais aujourd'hui, il y a un tropisme ou un danger, c'est que l'écologie devienne une sorte de nouveau fonctionnalisme, c'est-à-dire qu'on parle de process, etc., que disparaît nous vivons dans des paysages culturels. Or, qu'est-ce que ça veut dire, ce culturel, lorsqu'on parle d'écologie, etc. Qu'est-ce que c'est cette question? Donc nous, on l'a un peu schématisé en disant, bon, très bien, on va donner un espace de liberté à la rivière, c'est à droite, là, selon un processus dont on va parler, en première partie de cet exposé, et puis ensuite on va dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait du canal? Parce que l'implicite du programme était, vous détruisez le canal. Et nous avons dit, non. Alors c'est un peu ce que j'avais expliqué depuis longtemps. On travaille avec ce qui est déjà là. Et déplacement, ça veut dire que dans un contexte trouvé ou retrouvé, et il faut travailler pour trouver ce contexte, il n'est pas donné, on introduit un déplacement. Quelque chose de différent. On peut appeler ça différent, bifurcation, tout ce que vous voulez. Mais pour nous, on a pris déplacement, peut-être aussi parce qu'on a déplacé la rivière. Ça veut dire que c'est ce que Patrick Boucheron, l'historien tellement inspirant pour nous aussi, dit, vous savez, lorsqu'on a ce problème de restauration, il
il faut choisir dans le passé, lui il dit, la partie encore vivante de l'Antiquitas. Alors, dans ce qui existe, il faut choisir ce qui nous parle encore aujourd'hui, ce qui est encore vivant pour nous. Pas question de prendre tout le passé, de s'alourdir de ce passé, mais d'être contemporain de choses qui sont très anciennes, qui nous parlent encore aujourd'hui. Donc c'est un processus de sélection. Alors, ça c'est le contexte du projet. C'est une photographie des années 30, beaucoup plus parlante en noir et blanc que n'importe quelle photo couleur aujourd'hui, une espèce et où on voit dans le fond le site du projet, c'est l'allée de peupliers d'Italie, mais dans un rapport entre le donné du monde, la montagne, la transformation par les hommes de cette seconde nature paysanne avant tout, et puis peut-être cette troisième nature dont on va parler, c'est-à-dire là où on introduit un jardin. Bon, les procédures de projetation sont simples. On va dans les archives, donc on travaille aussi bien in situ que dans les archives. Borges disait il faut imaginer le passé et se rappeler du futur. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un futur, mais il faut imaginer ce qui était derrière. Ce n'est pas donné. Alors les cartes nous aident beaucoup. Vous voyez la rivière Méandrant, elle vient du Salève, du mont Salève. Bon, les outils du projet, c'est aussi, là c'est une imagination. C'est-à-dire que c'est un dessin qui essaye de parler de la morphologie de ce territoire tel qu'il était. Et puis, dans ce projet aussi, ça c'est je dis il y a des choses à voir sur le site, mais il y a aussi des choses à voir dans les archives. On travaille évidemment dans les archives. Et j'ai trouvé ce plan qui a à peu près la grandeur 1,1 ici, c'est 3 mètres peut-être, que j'étais, je crois, le seul à avoir vu depuis qu'il avait été fait au XIXe siècle, qui avait un gros avantage, c'est qu'on voit que le projet, le territoire, est plein de récits ou avortés ou de projets. C'est-à-dire qu'il y a non seulement des faits dans le territoire, mais il y a aussi la substance de projets qui ne se sont pas réalisés, mais qui sont quand même des obsessions, si on regarde les détails, c'est-à-dire la rivière Méandrant, on la court-circuite par quelque chose pour éviter les crues. Donc, c'est-à-dire que gentiment, on envoie le problème plus bas. C'est ça que ça veut dire. L'avantage de ce plan, qui est extraordinaire c'est 1888, 88, il a été fait par les ingénieurs géomètres cantonales 2 années de suite. Vous voyez, il y a 2 tracés dans les bleus, et puis il y a 135 sections et un profil en long. Et on a pu voir que la rivière, à cette époque, bougeait d'une année à l'autre jusqu'à 40 mètres. Donc on voit bien que la rivière divague, quoi. Et que ça dans les années 30, ils ont réalisé maintenant, ça c'était un projet qui n'a pas été réalisé, celui que je viens de vous montrer, celui-ci a été réalisé. Il y a eu d'abord un drainage de la plaine, 400 km de drains ont été posés, puis ensuite un court-circuit. Ce dessin, c'est le symétrique de celui que je vous ai montré avant, c'est une interprétation forcée, parce que ce n'est pas aussi plat, mais voilà, il faut que le dessin caricature un peu, présente, conceptualise. Alors on retrouve les éléments de la plaine, du canal, avec son alignement de peupliers. Ce sont des dessins aussi des années avant même, parce que c'était pour le parc de Lancy, mais peu importe. C'était, voilà, ce canal, il faut quand même dire qu'il n'était pas tout à fait rien. S'il avait été fait par Léonard de Vinci, je pense qu'on l'aurait gardé. C'est tout de même pas rien de s'affronter à quelque chose comme ça. Évidemment, c'est un dispositif technique parfait pour éviter les crues. Si on ne fait pas d'anachronisme, on se rend compte comment la situation des paysans à l'époque, il ne fallait pas qu'ils aient leur champ envahi par l'eau. Seulement, c'est un désastre biologique parce que le fond est étanche, les côtés, donc il n'y a pas d'échange avec les eaux souterraines, etc. etc. Donc, biologiquement, on ne peut pas dire que ce soit satisfaisant. Ça, c'est le bassin. Cette rivière, c'est un torrent, en fait, elle est souvent à sec.
Et souvent, elle est aussi, enfin pas souvent, mais de temps à autre, elle se met à être un peu plus dangereuse. Donc, concours, je passe vite, ce dessin montre la position du concours, c'est-à-dire la déclaration d'intention du concours, c'est on garde le canal et on déplace la rivière. On va travailler avec ces deux choses. Canal, transformé, rivière, déplacée. C'est ça. Le canal qui devient on ne sait pas quoi, et puis la rivière qui se translate parallèlement. C'est un peu ça, si vous voulez. Et puis voilà, ça c'est la planche du concours avec, je le dis souvent, s'il y a des étudiants. Ici, on a dit, voilà, déplacement de la rivière dans un champ plus large, et puis canal transformé en jardin expérimentaux. Ce n'est pas du tout ce que ça veut dire, mais c'est un terme qui marche très bien pour les jurys. Si vous dites, on va faire un jardin, mais on ne sait pas comment, mais si vous dites jardin expérimental, ça devient... Je vous donne ce truc. Ça, c'est le plan général, c'est environ une dizaine de kilomètres. Ce qu'il faut retenir de ce plan, c'est peut-être celui-ci, qui schématise, c'est qu'une rivière, lorsqu'on l'a... En fait, il faut travailler tout le bassin versant, quoi. Évidemment, ça pose des problèmes juridiques, financiers, en fait, mais on va revenir. C'est que la rivière n'est pas... C'est comme un arbre, c'est pas seulement le tronc. Il y a tout le chevelu de la rivière qu'il faudrait prendre en considération. Lorsqu'on renature, lorsqu'on restaure le parcours de l'eau dans le bassin versant, on restaure le paysage. Mais ce n'est jamais ce qu'on nous donne. On travaille sur des entités plus circonstanciées. Ici, ce sont d'autres vues un peu donc on a gagné le concours, on nous a demandé de faire les plans de réalisation, disons. Le problème, c'était comment dessiner une rivière. Comment, quand on vous demande un bâtiment, etc., bon, c'est vrai, on dessine, mais une rivière. Alors on peut faire ces photos, là, enfin et voilà, mais il arrive un moment où l'entrepreneur vous dit non mais attendez, pour les terrassements c'est combien? Donc ça posait un problème. On voit qu'au niveau du concours, ça c'est une planche du concours, on savait déjà, vous voyez les trois écheveaux, enfin l'écheveau des trois possibles parcours de l'eau était indéterminé. Et ça, je crois que c'était une bonne intuition. On savait qu'on ne peut pas dessiner une rivière. Malheureusement, ça ne se fait pas comme ça. Souvent, après, je vais revenir là-dessus, mais il y a deux manières d'entrevoir la chose. C'est celle des ingénieurs. Je n'attaque pas les ingénieurs, mais c'est d'une manière générale une attitude un peu technico-scientifique. Je ne pense pas scientifique, mais plutôt d'ordre technique, qui consiste en fonction de la pente, du volume d'eau, des terrains, ils vont vous dire que ça va faire telle forme, une sinusoïde éventuellement si ce n'est pas trop en pente. Et puis, ça va être stabilisé, cette forme, avec des enrochements, ou je parle des ingénieurs civils ou hydrauliques qui vont chercher à conserver la forme qu'ils ont découverte par leurs équations. On en reparlera après, parce que ça veut dire qu'ils sont capables de faire ça parce qu'il y a quelque chose qui leur échappe, mais ils ne veulent pas parler de ce qui leur échappe. C'est ça, les spécialistes. Ils ne voient pas à côté, que ce soit les OGM ou ils sont dans leur laboratoire, ils ne voient pas que si tu es en plein champ, c'est différent. Ben, c'est la même chose. Et puis, il y a une autre manière, c'est les paysagistes, disons, gentiment pour vous, qui, eux, n'ont pas ce modèle technico-scientifique, mais un modèle culturel, genre jardin anglais, une rivière qui méandre avec des bosquets, quelques vaches, et voilà. Et puis, eux aussi, ils la fixent, parce qu'ils aiment tellement cette image, ils la fixent, mais avec des moyens végétaux. Ils mettent des plantes, des saules, etc., pour que ça ne bouge pas, n'est-ce pas? Et on peut dire que les deux, je schématise, hein, évidemment, les deux manières de faire ont en commun la fixité de la forme proposée. Et à la première grande crue, Badastra, tout fout le camp, la rivière fait ce qu'elle veut.
Donc ça, je l'ai appris par un géologue. J'avais donné, il faut dire qu'il y a eu un moment du projet tout à fait décisif, c'était une conférence à Berkeley, où c'était, bon, peu importe le titre, où moi j'avais apporté des vues. Donc ce que je vous ai dit avant, c'est qu'on avait au niveau du concours cet écheveau incertain, et puis lorsqu'on a avancé dans le projet d'exécution, il a fallu pour les entrepreneurs dessiner une possible hypothèse de forme. On avait fait en rouge pour qu'ils puissent dire il y a tant de mètres cubes à terrasser, etc. Et puis j'avais à Berkeley, donc j'avais mis ça, c'était encore des diapos, j'avais cette diapo de cette forme. Et un géomorphologiste, Matt Condolf, qui est un type formidable, a parlé de ce que je viens de vous dire. Il y a deux manières de faire, les ingénieurs, les ingénieurs. Puis il montre la rivière en crue et puis tout fout le camp. Et alors je parlais juste après lui, j'ai enlevé la diapo en disant, et j'avais montré seulement ça et il m'a dit « Oh, I love your dancing river ». Et c'était un moment clé parce qu'on savait qu'il ne fallait pas faire ça. Mais comment faire autrement? Alors lui, il nous a dit la chose la plus simple, c'est ça. Vous enlevez la couche d'humus et vous faites une autoroute, si vous voulez, enfin un espace de divagation pour la rivière dans laquelle la rivière va, on a donc envoyé l'eau, et puis là, tout de suite la rivière design. C'est elle qui fait son lit. Le problème de ça, c'est que ça prend du temps. La rivière ne creuse, n'érode lorsqu'il y a un volume d'eau et des sédiments aussi, c'est très important, qui font comme une meule. Et alors là, on a eu des problèmes parce que les spécialistes de la rivière, en général de la pêche, etc., nous disaient « votre lit n'est pas assez diversifié, il n'y a pas assez de creux et de plages, de graviers, etc. » Donc cherchez quelque chose pour accélérer tout ça. Et donc, ce n'est pas eux qui nous ont dit chercher quelque chose, ils sont venus avec des pelles mécaniques, ils ont fait tout ce qu'on ne voulait pas faire. Ils ont commencé à faire des creux, à mettre des rochers, à ancrer des troncs, en fait, tout le business des paysagistes habituels quand ils veulent faire une rivière, quoi. J'étais mauvais paysagiste, bien sûr, je ne parle pas de vous. Et puis, on s'est dit, il faut trouver autre chose. Alors, comme toujours, dans ce contexte justement de l'université, on avait des échanges un peu larges. Et je suis tombé sur un bouquin de Pierre-Gilles de Gennes, là, ce prix Nobel de physique et chimie, qui, comme par hasard, était à l'école pratique de physique et chimie à Paris, c'est qui s'occupait de choses comme le fer à repasser, les yogourts ou les rivières. Et j'ai vu que j'ai trouvé la notion de percolation, c'est-à-dire le passage d'un liquide dans un milieu poreux. Donc c'est tout à fait la rivière, quoi. C'est des graviers ou des boules. Et les scientifiques ont ces matrices là, ou ces diagrammes qui sont plus ou moins des hexagones, dans lequel, eh bien, comme dans une planche à clous, on envoie une bille, on ne sait pas où elle va aller. Mais il y a une forme et elle suggère où elle... Donc on s'est dit peut-être qu'il y a quelque chose là, parce qu'on ne sait pas quelle forme ça va avoir, mais on l'aide quand même, on provoque, on déclenche, on fait quelque chose. Alors on a fait une première maquette suisse, et on s'est dit peut-être que ça peut marcher, quoi. Bon, c'était un peu ça l'idée. Et on a fait des simulations, bon. Et puis on a convaincu les experts. Donc bon, on a expliqué ça. Et on a eu un premier mail. Alors, cette fois, ils sont devenus fous parce que. Et puis les experts, parce que ce projet est aussi financé par la Confédération suisse à 60%. Les experts fédéraux ont dit qu'ils cherchaient une expérience de provocation, d'accélération de la morphogénèse du lit. Et ils nous ont dit, allez-y, tentez l'expérience. Alors on a décapé, comme d'habitude, et puis on a dessiné ces losanges, et on les a labourés, etc. Et puis ça a donné ce truc. Les losanges sont environ 15 par 8, dans la plus grande. Et c'est ça, sur 1 kilomètre. Alors, vous voyez la réaction des gens dans la région. Et c'était l'idée, vous voyez le canal conservé. Le ciel nous accompagnait. Et puis, on a envoyé l'eau et on s'est dit, là, on a un moment difficile parce que
si jamais l'eau passe dans un canal unique, on aura l'air fin, quoi. Et donc, au contraire, bon, ça veut dire que les entrepreneurs avaient bien nivelé et on a obtenu avec une rapidité extraordinaire une érosion par des phénomènes, alors là, de tourbillons. Et tout ce processus très lent de la morphogenèse s'est accéléré de manière spectaculaire. Et ça, je vous passe des images très vite, mais... Là, on voit l'évolution par des photos, des orthophotos. Très vite, la rivière. C'est impossible à dessiner ça. Vous voyez, imaginez qu'on va dessiner une rivière comme ça. Alors, on avait focalisé notre attention sur la configuration de la rivière, mais on n'avait pas imaginé des produits dérivés, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on avait une grande économie du projet parce que toutes ces îles, c'était tout ce qu'on gardait, ce qui n'était pas à évacuer par des camions. Il y avait 60 000 mètres cubes de sédiments qui étaient conservés sur ces îles, qui était donc une économie énorme de déplacement de matériaux. Et ensuite, beaucoup plus important encore, c'était que ces sédiments, la rivière en a besoin pour éroder. Donc on voit très bien que ce qui se passe, c'est pas du tout, c'est des déplacements de sédiments. Vous voyez, ils arrachent d'un côté, ils déposent de l'autre. Enfin, c'est tout à fait, ça arrache dans l'extrait d'eau et puis ça dépose. Donc on avait à la fois une non-directionnalité de la rivière, donc elle faisait ce qu'elle voulait. On avait une économie de moyens et un apport de matériaux qui était une catastrophe de les enlever. On a des schémas qui montrent ces explosions. Les résultats alors, le groupe superposition, après on va faire peut-être une première discussion. Le groupe superposition a insisté pour dire que superposition, c'est le nom du projet qui avait gagné le concours, du groupe du reste qui s'est formé. En collaboration avec Gilles et Jean-Marc, on a proposé ce titre. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? En gros, c'est ceci. Si vous ouvrez complètement, comme je l'ai montré, la rivière, qu'est-ce qui se passe? C'est que le volume d'eau se répartit sur les 100 mètres de large, donc il devient très mince, il perd toute puissance. D'autres paysagistes ont fait en France des essais de ne pas donner une forme à la rivière, mais de donner une première trace dans un sol, un sillon, en disant la rivière va faire exploser tout ça. On la stabilise pas. Il se trouve que ça ne marche pas. Alors pourquoi? Et c'est, en cherchant un peu, on a ameubli le terrain par notre truc. C'est un peu comme les paysans sarclent pour planter. C'est-à-dire, le terrain est à la fois ameubli, il a perdu sa cohésion de résistance. Et pourtant, les canaux sont encore concentrant de l'eau. L'eau ne passe pas partout exactement la même chose. Donc on a un effet d'affaiblissement des résistances du sol latéral et maintien d'une... Alors, comme je cherchais ce mot ameublement du territoire, je trouvais ça beau, ameublir, je vais sur Internet, je tombe sur un Américain qui en 87, un agronome, a écrit un traité sur la conservation des sols. Selon les techniques agricoles que vous employez, vous avez des phénomènes d'érosion aquatique. Il parle aussi des érosions hydrauliques, érosion hydraulique. Et il dit, le pire qui peut vous arriver, c'est que sur un terrain en pente, il y a des ravines ou des rigoles. Ce qu'il dit, alors là, si vous avez une rigole qui se creuse, on voit bien ces sillons, quand il n'y a plus assez d'écoulement de l'eau, on commence à faire des rigoles, et il dit, la rigole, c'est une machine à faire exploser les sols. Et on a compris que c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a utilisé tout ce qu'il ne pourrait pas faire pour conserver les sols. Donc on a trouvé dans le manuel, dans le fond, de conservation des sols, il suffit de faire le contraire de ce qu'il dit et ça marche très bien. C'est une des premières explications qu'on va chercher. Et après, évidemment,
il y avait d'autres considérations, c'est quand on cherche à expliquer, et là aussi les philosophes Stengers sont importants parce que on ne peut pas tout expliquer. Donc là, Bachelard, on a essayé de dériver un peu vers cette explication. Il dit il y a des choses qui sont exactes, il y a des choses qui sont inexactes, comme, je ne sais pas, l'amour, je sais pas, tomber amoureux, ce n'est pas une formule exacte. Et il dit il y a d'autres choses, ça vient d'autres, je ne veux pas entrer en détail, inexactes. C'est que c'est ni exact ni inexact. On ne sait pas exactement pourquoi ça marche. Et je crois qu'on est un peu dans cette situation-là. Et peut-être qu'on va... Peut-être si vous... Parce que Jean-Marc Bess a écrit dans ce livre orange, là, sur l'air, un texte qui s'appelle « Le paradigme du losange ». C'est-à-dire, il a essayé d'expliquer, enfin, il va s'en expliquer, de dire quelque chose sur ce phénomène des losanges, qui touche aussi ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire sur ce contexte qu'on trouve et qu'on déplace certaines choses dans ce contexte et que ça fait ce projet. Et lui, il dit, il y a, mais il va le dire, mais c'était pour enchaîner. Il y a une manière, il y a des choses qu'on peut faire. On peut faire un outil, un carnet. Et puis, quand on s'approche des choses plus complexes de la Terre, on fait avec. Ça, c'est faire, c'est une chose, et faire avec. Et ça, je voudrais bien... Il a écrit un texte, pour moi, illuminant et très utile. Bon, on peut, après, vous pouvez aussi, je vous en prie... Pour intervenir, je pense, moi, j'ai peu de choses à dire, parce que je pense que tu as beaucoup donné, tu as donné beaucoup d'indications déjà qui conduisent à la réflexion sur beaucoup de choses, et en particulier sur ce que peut être un processus de projet qui se veut en même temps une opération d'interrogation sur la possibilité même de projeter et sur les formes même de la possibilité de projeter aujourd'hui dans nos contextes urbains, naturels ou périurbains contemporains. Je repartirai quand même de tes propos liminaires à propos justement du contexte et de la générosité de mentionner notre présence à Gilles et à moi, ainsi que d'autres, dans un contexte qui était à la fois d'enseignement et de recherche. Je pense que c'est important, au moins pour un point. Lorsque, effectivement, on réfléchit dans le contexte académique et professionnel de l'enseignement et de la recherche en architecture et en paysage, c'est important d'indiquer en quoi ce qu'on appelle de manière très schématique la théorie ou les théoriciens, et ce qu'on appelle de manière tout aussi schématique la pratique et les praticiens. Cette division est totalement ruineuse d'une part lorsqu'elle est pratiquée, et elle est pour partie largement artificielle. Et donc un des bonheurs de partager commun, disait Georges tout à l'heure, un des bonheurs de cette expérience pédagogique et de recherche a été précisément qu'il ne s'agissait pas, par exemple, pour les supposés théoriciens, de fournir un certain nombre de modèles, de références, etc., qui étaient ensuite applicables ou appliqués clé en main par les praticiens, entre guillemets. Non, il s'agissait aussi pour les théoriciens de se mettre précisément, ça a été mon cas en particulier, de se mettre à la leçon de ce qui était mis en jeu en commun dans les expérimentations mensuelles, dans les rencontres mensuelles autour des étudiants, autour des projets des étudiants et d'autres, dont celui dont Georges est en train de parler. Et ce point me semble tout à fait important. C'est-à-dire qu'il y a effectivement dans le moment, je dirais même dans le geste de réflexion en commun, avec les errements que, bien entendu, ce type de situation peut contenir, il y a quelque chose de tout à fait précieux, et je rejoins totalement Georges dans les craintes qu'il exprimait tout à l'heure quant aux perspectives
finalement très inquiétantes qui nous sont ouvertes par cette loi de programmation sur l'enseignement supérieur et la recherche qui est en discussion, dit-on, en contestation, c'est certain. Alors, moi, il y a deux points que j'aimerais évoquer dans ce que j'ai pu apprendre, justement, en observant l'ensemble des opérations mises en œuvre et mises en place par l'équipe Superposition. Il y a d'une part, effectivement, qu'est-ce que ça nous apprend et qu'est-ce que ça nous permet d'interroger, je dirais, du point de vue de la relation que nous entretenons avec ce que nous appelons aujourd'hui nature, au sens très large du terme. Qu'est-ce que ça nous apprend quant aux possibilités que nous avons d'agir vis-à-vis de cette nature ou dans cette nature, quelle forme d'action cela nous invite à imaginer. Alors effectivement, une des grandes leçons, me semble-t-il, et c'est le point de la discussion, une des grandes leçons de l'opération paysagiste ou de la pratique ou de la pensée paysagiste, au sens précis du terme, c'est, comme Georges l'a rappelé il y a un instant, il s'agit de partir de ce qui est là, de partir de ce qui est déjà là, à tout niveau, du point de vue de l'histoire héritée, du point de vue de la mémoire des sols, du point de vue des usages qui sont encore présents, du point de vue de la morphologie, etc. etc. Il s'agit de, non pas simplement de se confronter dans un geste, on va dire, qui serait de type productiviste ou de type héroïque ou de type prométhéen. Il ne s'agit pas de se confronter, il faut faire très attention au langage, on reviendra sur la précision des mots à utiliser dans ce contexte. Il s'agit d'apprendre aussi à regarder, observer, lire, écouter, c'est-à-dire il s'agit effectivement de comprendre que l'action, comme le titre de cette rencontre aujourd'hui le rappelle, l'action vis-à-vis du paysage est une action de déplacement. Déplacement de matière, déplacement de pensée, reconfiguration, c'est le terme, il vient de Philippe Descola, reconfiguration, c'est-à-dire effectivement partir d'un état des choses tel qu'il est déjà donné et structuré et lui le conduire à autre chose dont on peut espérer qu'il sera plus satisfaisant à l'usage pour les populations qui vont s'y installer, ou bien tout simplement pour plus satisfaisant du point de vue, je dirais, des équilibres écologiques pour faire vite. Ce point me semble tout à fait important. Et du coup il s'agit bien de réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'une action de déplacement ou de reconfiguration, une action qui tient compte de ce qui est déjà là et qui ne va pas le nier, mais qui va agir néanmoins. La précision, le mot, la précision, le cadre. C'est-à-dire, effectivement, qu'il y a, je pense, la possibilité, voire la nécessité du projet, d'un acte de projet, qui n'est pas à envisager de façon abstraite, de façon justement dégagée de toute situation, de tout contexte, mais qui justement s'approche, pour reprendre l'expression à laquelle Georges faisait allusion en évoquant Bachelard, la connaissance approchée, la pratique approchée, c'est-à-dire s'approcher de ce qui est le détail, le grain du détail, c'est-à-dire la dispersion. Une action donc attentive, mais néanmoins un projet. Un projet attentif reste un projet, me semble-t-il. Et donc, ce qui me semble important, en fait, c'est que cette modalité d'action va, dans les termes que je vais utiliser, enfin que j'utilise volontiers, pour ce qui me concerne, c'est une action de type indirect. Effectivement, il ne s'agit pas de dessiner la rivière telle qu'elle va être. Il s'agit de réunir les conditions pour que la rivière puisse devenir ce qu'elle doit devenir. Il s'agit donc, d'une certaine manière, de réunir les conditions pour que
quelque chose arrive. Réunir les conditions. Il ne s'agit pas de faire en sorte que quelque chose arrive, il s'agit simplement de réunir les conditions du possible, ou réunir les conditions de ce que nous pourrions appeler l'inachèvement. Dans le cas de la rivière, je pense que ça s'applique de manière tout à fait particulière. Dans le cas du paysage, de façon plus générale, le paysage, c'est justement le monde de l'inachèvement. Mais comment faire? Comment agir en réunissant les conditions de l'inachèvement? Ce que j'apprends, moi, et je le dis, c'est bien, ce que j'apprends dans ce projet, c'est quelque chose qui est tout à fait précieux du point de vue de quelqu'un qui, comme moi, s'intéresse mettons, pour faire vite, au processus de l'invention dans les sciences, au processus de la recherche scientifique. Et là, il y a quelque chose qui mérite, à mon avis, l'attention, qui est que il ne s'agit pas d'opposer, nous ne sommes pas dans le cas où on va opposer une démarche de projet et une démarche de recherche dite scientifique. La démarche de projet est, comme la démarche scientifique, une démarche d'expérimentation mentale et pratique. Expérimentation, c'est-à-dire qu'effectivement, on réunit des conditions pour voir ce que ça donne. Action indirecte, la démarche d'invention dans les sciences est de ce genre. Mais il faut trouver, effectivement, la bonne tactique. Il faut trouver les bonnes conditions. Il m'a semblé que cette métaphore des losanges, cette image ou ce modèle des losanges, jouait justement ce rôle-là. C'est précisément la possibilité de projeter, d'agir de façon indirecte pour non pas recréer la rivière telle qu'on imagine qu'elle pourrait être, mais tout simplement pour la rendre possible. Pour la rendre possible. Et je pense que c'est une grande leçon, aussi bien pour ce qui concerne, mettons, une réflexion sur les opérations de projet, que pour ce qui concerne une réflexion sur qu'est-ce que c'est que rechercher. Qu'est-ce que c'est que rechercher dans les sciences, de façon générale. Et rechercher dans les sciences, ce n'est pas nécessairement trouver. Rechercher dans les sciences, ce n'est pas nécessairement conclure, ce n'est pas nécessairement prouver. C'est avant tout réunir les conditions d'un éclaircissement, réunir les conditions d'une vue, si vous voulez. Les mathématiciens du XVIIe siècle faisaient une distinction précisément entre ça, lorsqu'ils réfléchissaient sur ce que c'est que la démonstration. Il y a prouver d'une part, il y a d'autre part éclairer. Et il me semble que, dans une démarche comme celle que Georges présente depuis tout à l'heure, nous sommes du côté de une démarche scientifique qui cherche à éclairer. Et je pense que c'est quelque chose d'important lorsqu'on veut réfléchir sur, comme Georges nous le propose, quand on veut réfléchir sur, non pas la place du paysagiste dans la société, mais sur, non pas la place du métier de paysagiste dans la société simplement, pas simplement sur la profession de paysagiste, mais sur ce que le paysage peut, et le paysage comme pensée, comme pratique, comme métier, peut apporter aujourd'hui à la culture et à l'action qu'on peut avoir vis-à-vis de la nature. Qu'est-ce que le paysage peut apporter? C'est précisément ça, éclairer un certain nombre de conditions, de possibilités pour que quelque chose arrive. Et c'est le point qui me semble très important. Bon, merci beaucoup. On pourra continuer, mais ça fait une transition pour cette deuxième partie du... Vous entendez? Donc maintenant, je vous propose un peu schématiquement de discuter du canal. Qu'est-ce qu'on en a fait? Et bon, on a Gilles qui a été aussi dans cette configuration de recherche, d'explication, de tâtonnement, toute une partie d'une réflexion. Et on insiste sur tout l'aspect, disons, son livre sur le land art ou nature et paysage. Qu'est-ce qui s'est passé, non seulement dans le monde de la science, mais dans le monde de l'art au XXe siècle, disons, pour focaliser, qui nous intéresse? Parce que, comme je l'ai dit au début, mais comme tu l'as aussi un peu rappelé, c'est que le paysage est tenté maintenant par une sorte de simplification écologiste. On va faire marcher la rivière, ça va être mieux, etc. Oui, d'accord, oui, bon, d'accord, c'est nécessaire, mais
il y a autre chose. Non? Quand on parle de Descola, nature-culture, bon, ce refus de ce compartimentage, ça veut dire, qu'est-ce qu'il dit Descola? On va en parler, le canal ou le paysage, c'est la transfiguration, c'est-à-dire qu'une figure dit autre chose que ce qu'elle est. Le canal ne devient plus seulement canal, il est là physiquement, mais il veut dire autre chose. Il y a un passage. Et juste, je fais cette transition parce que ce domaine des arts ou de la philosophie, il y a justement un livre qui mélange art et philosophie, c'est ce fameux livre, cet éblouissant livre de Gilles Deleuze sur la logique de la sensation, c'est-à-dire l'étude sur Francis Bacon. Et nous, on a appelé ce schéma le diagramme. Et Bacon en parle. Et dans le fond, notre diagramme, il est quoi? Il veut ralentir ce phénomène d'arriver trop vite à une forme. C'est pour ça qu'on a appelé ça forme à venir. Bacon le dit, Francis, il dit, Bacon, quand je suis en train de peindre, d'abord il dit une chose, c'est cette histoire de la page blanche, ça n'existe pas, parce que la page n'est jamais blanche, elle est pleine de tous les clichés. C'est comme quand vous commencez à écrire, c'est que vous commencez à écrire des banalités. Donc il faut déjà rendre la page blanche, ou se libérer de tous ces clichés. Et Bacon dit, bon, je commence à peindre et je vois que j'arrive trop vite et je prends une éponge, n'importe quoi, un bout, et je fais un geste de brouillage. Et il appelle ça diagramme. Ça, c'est Deleuze qui dit. Donc, le diagramme est une manière de tenir la forme à distance momentanément. Bon, alors on a un peu employé ça comme ça. Alors, allons-y pour ce canal. Là, dans le canal, oui, il y a aussi ce terme qu'on peut peut-être discuter entre jardin et paysage. Je pense que la figure du jardin, moi, par exemple, dans les discussions avec certaines figures, il y a, je ne sais pas quel est votre sentiment, mais il y a une sorte de cliché, c'est que le jardin, c'est conservateur, comme ça. C'est un peu, oui, la famille royale, etc., British ou French. Pour moi, Descola, on en parle très bien, je trouve que c'est juste le contraire, quoi. Le jardin est peut-être pour nous, paysagistes, le lieu même d'un risque, d'une expérimentation possible, parce qu'il est concentré. C'est quand même difficile de dire qu'on va refaire un paysage. C'est un vaste programme, comme aurait dit l'autre. Mais faire un jardin, ça me semble manipulable. Et je trouve que c'est, avec tous les problèmes d'écologie, de culture, etc., il y a aussi cette composition dans le jardin d'un risque, d'une expérience. Les jardins ont toujours été des lieux d'expérimentation, de botanisme, mais aussi de rêve. Le paysage est plein de récits. Donc c'est un peu de ça dont j'aimerais... Parce qu'on nous dit toujours, bah, vous êtes un peu, enfin, on emploie ce mot, austère, minimaliste. Bon, vous verrez, le vocabulaire de ce jardin, il est un peu... Il ne va pas dans toutes les directions. Et ça c'est un thème qu'on devrait discuter. C'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, on a aussi discuté hier soir avec Marielle Massé, quand on prend Ponge, Francis Ponge, par exemple, il dit, attendez, un écrivain, il faut qu'il fasse attention. Quand on dit qu'il faut faire attention au monde, attention à la réalité, attention à ce qui existe là, quand on écrit, il faut aussi faire attention à la manière dont on décrit cette réalité, c'est qu'il faut faire attention aux mots. Et je crois que quand on fait un projet, il faut aussi faire attention aux formes, je ne sais pas, aux matériaux. On ne peut pas commencer à balancer un peu de ci, un peu de ça, comme dit Ponge, une sorte, je ne sais pas, de backlash. Bon. Donc cette recherche, non pas d'austérité, mais de minimalisme, d'en faire le moins possible. Il y a un bouquin qui est apparu aux États-Unis sur notre travail, dit Doing Almost Nothing. Voilà, ça c'est notre détermination des comptes, doing almost nothing. Mais le almost, c'est ça l'important. Il n'a pas dit nothing. Donc, cette attitude, si vous voulez, c'est une discussion longue, mais j'essaie de résumer, cette attitude d'austérité ou de minimalisme, tout à coup, vous allez voir, dans ce projet, arrive on pourrait dire de pittoresque. Je suis envahi par le pittoresque. Alors là, les gens disent on ne le reconnaît pas. Donc si je vais vous montrer ma partie pittoresque.
Si on regarde maintenant ce qui se passe dans le canal en prenant une partie du plan, il y a cette machine ici, c'est une digue. En fait, vous voyez la rivière libérée à droite, à gauche de l'écran, va retrouver un canal. Pour des raisons, on passe sur l'autoroute, on ne pouvait pas faire autrement. Et il y a un point là, sous la partie jaune, c'est l'organe de contrôle, c'est-à-dire que c'est une vanne, quoi, enfin un trou, dans lequel peut passer 100 mètres cubes seconde, maximum de la crue. S'il y a plus d'eau, ça fait une accumulation, c'est un bassin de retenue. Donc comment faire cette chose? C'est ça. Donc voilà ce qu'on a à l'intérieur. Alors là, je commence à parler en direction de Gilles. On avait ce problème de la digue, très massive comme ça, et puis il fallait trouer faire cette porte, on peut dire, pour l'eau. Alors, au début, on a coupé la digue latéralement, avec un mur, un trou, c'était pas terrible. Ensuite, on a dit, bon, peut-être on garde la digue complète et on fait un tunnel pour l'eau, mais c'est 40 mètres de large, pas très bon pour les poissons. Et c'est en allant en Hollande, dans un observatoire fait par un artiste que Gilles connaît très bien, le lieu aussi, ce observatoire, où j'ai vu un grand observatoire fait par un land artiste, Robert Morris, disons un minimaliste, enfin, par Robert Morris, où il a, dans une butte inclinée, un peu comme nous, il a fait une porte, évidemment, telle que celle-ci, c'est-à-dire dans le flanc de la digue. Ce qui avait un grand avantage, c'est qu'on avait la lumière qui arrivait jusqu'au centre du tunnel. Donc c'est pour dire, très mal dit ce que je viens de dire, très schématique, que tout à coup l'univers des références nous donne des solutions tout à fait techniques. Il fallait encore le prouver aux ingénieurs, c'était très compliqué de faire des maquettes parce qu'ils n'y croyaient pas, c'était pas facile à faire. Mais l'intuition, si vous voulez, ou l'idée vient d'un court-circuit. Alors là, on touche vraiment ce qui se passait dans ce séminaire. C'est que tout à coup, il y a quelqu'un qui a écrit, ça veut dire qu'il connaît précisément, qui a travaillé des années, qui te dit, il t'envoie une étoile, quoi. Peut-être. Il sait même pas lui qui nous l'a dit, il a déversé son savoir, enfin il l'a proposé, et on peut aller y grappiller. Ces plaques de béton là, qui sont au-dessus de l'eau, ce paysage, on peut dire que dans le fond, quand on est à l'intérieur de cette digue, c'est vraiment un jardin, puisqu'on est enclos, alors là, et on a le ciel, et on est coupé du monde, et il se passe quelque chose d'assez intime. Et là, pour moi, le jardin n'est pas seulement à voir. C'est banal de dire ça, mais plus difficile à aller contre cette banalité. Et c'est évident qu'au bord de l'eau, il y a des rochers, les enfants descendent vers l'eau. Et comment faire ça? On peut mettre un rocher et tout, mais non, nous, on travaille avec une procédure qui peut questionner, mais qui est celle d'un renouvellement d'une attention qui est amoindrie par la banalité de la situation, on voit des pierres au bord de l'eau, par un choc émotionnel. C'est-à-dire que si tu mets une dalle comme ça au bord de l'eau, les réactions sont mitigées. Hein. Souvent les gens disent « Ouh là là, ça, vous voulez faire de la renaturation d'un cours d'eau, c'est ça votre machin ?» Non. Mais ce choc émotionnel, c'est une attraction et il faut, après on le voit, c'est organisé pour qu'on descende, parce que ce n'est pas seulement quelque chose qu'on voit de haut, mais on s'approche et là tout à coup se passe quoi? On sent l'eau, il y a une odeur à l'eau, il y a un bruit à l'eau, on peut la toucher et on descendre. Donc c'est vraiment une intensification cherchée, hein, je ne dis pas que ça a marché, mais donc dans le long de ce canal, vous verrez, il y a toujours le même un peu vocabulaire, bâton, etc. Ce sont des lieux de collision. Didier Berman dit très bien, l'historien de l'art, dans le fond, une œuvre, ce que Walter Benjamin appelle l'aura, c'est une présence. Une œuvre, peinture ou jardin,
a une présence. On sait bien ce que ça veut dire. Si vous allez au Jardin des Plantes, moi je sens, quand je viens de la gare de Lyon, là, je sens une présence au Jardin. Je ne sais pas pourquoi, mais il se passe quelque chose. Et cette présence, dit Benjamin, c'est une collision d'espace et de temps. C'est quelque chose qui est présent, c'est-à-dire d'aujourd'hui, et pourtant qui est très très lointaine. Et il dit c'est cette collision d'espace et de temps. Et donc ici, on a un choc qu'est-ce qui se passe? Ah, point d'interrogation. Pourquoi ils ont fait ça? Ah, ils sont fous. Et puis après, tu as la présence qui arrive, l'afflux des sensations, des odeurs. Et on te dit, oui, mais ça a toujours été comme ça. Donc ça vient donc c'est là et c'est très loin. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après, moi, je vais passer les images vite parce que voilà, c'est cette machine. Cette chute, donc on a ici des seuils qui se répètent dans l'eau. Bon, ils sont, vous voyez, ils ne sont pas perpendiculaires à la rive. Ils sont en diagonale. Ça veut dire qu'ils sont obliques. Ça veut dire que quand vous descendez, vous voyez, le sol est en diagonale. Ça veut dire que la chute s'adresse à celui qui est là. Ça, je l'ai piqué du jardin de Noguchi à l'UNESCO, où il y a une descente vers le jardin inférieur. Il y a aussi un peu d'eau qui descend. Et il y a une ou deux de ces chutes d'eau qui sont inclinées vers vous. C'est tout à fait intéressant que la rivière s'adresse à vous tout à coup. Elle passe pas comme ça à côté de vous en disant bon, rien à foutre de toi. Et puis il se trouve que par un effet de surprise, cette diagonale, elle joue avec les diagonales de la porte, si vous voulez. Imaginez que tout soit plan parallèle, ça aurait été tout à fait différent. Donc ces surprises sur le chantier, parce que vous êtes paysagiste aussi, ça veut dire Noguchi a dit, qui était aussi paysagiste, 50% c'est sur les plans, 50% sur le terrain, tu improvises. J'aurais tendance à dire encore plus que 50% sur le terrain. Moi. Et un jour, on avait donc tous ces seuils qui ont un avantage, c'est que quand il y a très peu d'eau, ils retiennent, ce sont des mares, des gouilles, et on a les passages pour les poissons. Donc si on n'avait pas ces seuils, ces retenues d'eau, on aurait un filet d'eau très mince au milieu quand il y a peu d'eau. Là, on a toujours c'est pas nous qui avons inventé, on a copié ce qu'ils avaient fait au XIXe siècle. Et puis, on a voulu le faire plus haut, là où il y a cette grande cascade. Et c'est un jour, on avait planifié, vous voyez le pont qui est tout au fond, on avait 5, 6, 7, 8 seuils successifs, et puis ils ont fait un travail un peu plus en aval, et ils ont bloqué ce plan d'eau par de la glaise. Et moi, j'ai vu ce plan d'eau, j'ai dit, on est fou, il faut absolument pas il faut pas le casser, il faut le garder. C'est une espèce d'hommage à ce canal ancien. Et on a rapatrié tous nos seuils à la fin, ce qui a fait une cascade. Donc là, on commence à devenir très classique. On a des cascades, tout à fait pittoresques, non? Et c'est beau, parce que c'est... Après, plus haut, on a donc gardé le canal, on l'a transformé, on a déplacé les choses, on a transformé le canal en gardant l'empreinte du canal. Parce que le trapèze, la profondeur du canal était un peu moins 3 mètres par rapport aux rives. Nous, on est descendu à moins 1 mètre, simplement, de façon à ce qu'il soit beaucoup plus accessible. Ça devenait un espace public. Il y a un urbaniste genevois qui a proposé un concept intéressant, c'est espace public rural. C'est très rare l'espace public rural. Un espace public à la campagne, c'est pas si souvent. Donc là, ça devient un espace, et entre la promenade existante, le canal transformé et les milieux de la rivière qui divague, on a une sorte de zone tampon, c'est-à-dire qu'on a élargi l'espace public. C'est une manière de baisser la pression sur les milieux naturels en voie de reconstitution. Et alors après, bon, il y a des points d'eau qui existaient, donc parce que dans le canal, il y avait tous les 400 mètres environ une chute pour briser l'énergie, et on a gardé ces chutes qui sont très belles et très utiles aussi d'une manière écologique. Ce sont des wets, des zones humides évidentes qui sont utilisées. Alors après toute la géométrie,
la configuration des seuils ont été... non, les ingénieurs, ils te disent, on fait un mur 2 mètres plus bas, poum. Et en faisant ces escaliers, toujours à 40 cm, on finit par avoir une forme d'organisation d'un grand escalier, verdi, etc. C'est un peu ce qu'on... Après, pergola, parce qu'il faut bien de temps à autre avoir de l'ombre. Donc vous voyez qu'on est cascade, pergola, allez, belvédère. Donc qu'est-ce qu'on a plus classique que nous? C'est difficile. Et le mobilier aussi, c'est une chose importante pour nous par sa dimension. Parce que si vous prenez une table comme ça et que vous la mettez dans un paysage assez grand, ça va pas. Il y a quelque chose qui est trop petite, si vous voulez, trop large. Et donc on a étiré toutes les dimensions, vous voyez, d'en haut. Et ce que j'aime ici, c'est deux choses. C'est qu'on voit que c'est une grande table, il n'y a pas besoin d'être nombreux pour que cette table vous accueille. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 25 personnes ici, mais il peut y avoir un papa et ses 2 filles. Et il y a toujours une place, vous voyez, où il y a le bicyclette, où le banc ne s'arrête pour laisser la place à une personne avec une chaise roulante. Il y a aussi là-bas, mais vous ne pouvez pas le voir, ce sont des tables qui sont plus basses pour les enfants, etc. Donc, mais cette dimension il n'y a pas de grands problèmes et de petits problèmes. J'entends, c'est un enchaînement d'échelles où le mobilier, les marches doivent, vous parliez de l'exactitude des mots, c'est là où je veux dire. Tu peux dire, oui, on va faire, puis après on met un banc dégueulasse. C'est comme si Ponge disait, faites attention aux mots que vous utilisez. Ça, ce sont nos mots. Alors je ne dis pas que c'est ce qu'il y a de mieux, mais en tout cas, on a cherché une précision dans les mots de notre projet. Une autre surprise du chantier, c'est quand ils ont creusé la rivière, il y a évidemment quand même une partie, surtout la première partie, de matériaux qui étaient accumulés par les pelleteuses le long temporairement, devait être évacué. Et moi, j'ai vu ça et j'ai pensé à une autre figure, parce que là, vraiment, si vous voulez, la méthodologie ou la culture des jardins, elle était envahie par tout ce qui est possible de faire dans un jardin, y compris donc ces chinoiseries, japonaiseries ou de paysages empruntés, cette manière de mettre un premier plan qui vous projette votre propre jardin jusque dans le lointain, ce procédé très connu. Et on a eu, voilà, ces buttes de terre qui étaient là, et puis c'est les Alpes au fond, et on commence à comprendre comment on peut utiliser ce masque, ce premier plan pour le projeter. Donc c'est juste... Il y a un endroit où je voudrais insister sur cet aspect. Le paysage est plein de récits et plein de souvenirs, plein d'histoires, qui est quand même pour moi absolument impossible, y compris quand on fait un travail de nature écologique, d'oublier. C'est même pour moi une aberration absolue. Ici, vous voyez, il y a un ancien pont, un chemin qui descend d'un village puis qui arrive à la rivière. Voilà ce pont qui a été démoli quand ils ont fait le canal dans les années 40. C'est un petit village, Confignon. Vous voyez, on voit depuis Confignon, il y a cette route qui descend, qui traverse la rivière au 401 là. C'est là où il y avait le pont démoli. Et puis le canal va tout droit. Et il se trouve que ce village de Confignon, dans les confessions, vous savez que Rousseau était né à Genève, qu'il a parti de chez lui à 16 ans, sans entrer dans les détails, et il a été recueilli à quelques encablures du centre de Genève par ce curé de Confignon, le curé de Pont-Vert, qui lui a donné l'adresse de Madame de Warens. Et l'histoire de Rousseau commence ici, enfin une partie. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un truc qui te tombe sur la tête comme ça?
Notre projet, il est à 200 mètres d'un endroit où il y a une plaque, Rousseau était là. Qu'est-ce qu'on met notre plaque en bas? Ou bien on oublie. Compliqué hein, de dire. Ça dépend du vocabulaire. Ian Hamilton Finlay, il aurait mis une plaque, il aurait fait quelque chose. Mais nous, c'est pas notre. On ne met pas des écriteaux pour donner le nom des arbres. On ne va pas mettre ici, Rousseau a rencontré, je sais pas, Jeanne d'Arc. Mais après, il y avait cette histoire des ruines du pont. On a trouvé les ruines du pont sous terre quand on a fait les terrassements. Donc, commencer à réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire avec ces morceaux de pierre? On les a mis un peu dans l'herbe au début. On trouvait ça un peu mou. Et on a trouvé à ce moment ce tableau de Lorrain. Vous voyez ces blocs qui sont là, à gauche, en bas de l'image, et puis il y en a un à droite, en bas, où une femme est assise. On les a littéralement copiés. Donc c'est le premier collage, juste pour sortir de l'arbitraire complet. Et ensuite, on revient à Rousseau, et on s'est dit, la meilleure chose qu'on pourrait faire, c'est le prendre comme client. Et alors, en allant dans les livres, un peu, enfin, en relisant ou en lisant pour certains, on a noté chaque fois, pas systématiquement, mais beaucoup de fois, quand il parlait des jardins. Alors on s'est vu qu'il aimait beaucoup les ruines. Ça tombe bien, il y en a une. Il aimait les rivières. Ça tombe bien. Il aimait être sous un arbre avec une table et un banc. Il aimait les fontaines. Il aimait beaucoup d'autres choses. On lit dans les Confessions ou peut-être oui, je crois que c'est dans les Confessions, il se promène entre Annecy et Grenoble, il y a 2 jeunes filles qui le dépassent à cheval, et puis 3 kilomètres plus loin, il les rattrape parce que lui il était à pied, elles étaient au bord de la rivière, elles n'osaient pas traverser, et Rousseau les a fait traverser, et ces jeunes filles lui ont dit venez à la maison, qui n'était pas très loin. Ils ont mangé un peu et puis ils sont allés dans le jardin après. Il est monté au cerisier parce qu'elles lui ont dit allons manger des cerises dans le jardin. Et il raconte dans ses émotions, il raconte 2 émotions. C'est quand il est descendu dans l'eau et après la jeune fille, mademoiselle de Graffenried, lui a dit monte derrière moi. Et puis il a commencé à dire là, j'étais complètement trempe et j'étais contre cette jeune fille. C'est commencé à changer ma vie. Et puis ensuite, il va là, il monte dans l'arbre, comme on le voit, et il jette des bouquets de cerises. Et il dit à un moment donné, une grappe est tombée dans la poitrine de mademoiselle de la Graffenried. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et vous voyez, alors, ici, on a le résumé d'une rivière, des arbres, les bancs, la fontaine, les ruines, et à droite, le verger de cerisier. Et plus, une autre chose, mais on ne le voit pas ici, c'est à la fin de sa vie, il se promène, je crois que c'est dans les promenades, les rêveries, il a un truc proustien, il se promène avec un ami allemand, ça fera, suisse-allemand en tout cas, et il tombe sur une pervenche. Et il dit « Ah, pervenche, quand j'avais 17 ans, Madame de Warens à Grenoble ». Et il a ce truc de la Madeleine. Quand il voit une pervenche. Alors là, on a planté plein de pervenches bleues. Et vous voyez, les enfants ne savent pas tout ça, mais ils aiment être là. Donc, on me dit toujours, mais tu racontes ça, mais si tu ne le racontes pas, personne ne sait ça. Et lui, il a dit un jour, Rousseau, en parlant de la botanique, il connaissait bien la botanique, il dit « Je déteste ceux qui, y compris les gens qui, dans le paysagisme ça existe, qui vous abreuvent de leur pseudo-science avec les noms latins. » quoi. Il dit finalement, ça devient, bien entendu c'est très utile, mais ça devient comme un écran qui se met entre la réalité de la fleur. Il dit une chose, parce qu'il écrit tellement bien, il ne voit plus que ce qui ne se voit pas. Et je me dis, après tout, ne rien dire et de dire que les gens qui sont là, c'est pour ça que je montre ces images des enfants,
ils aiment ce que Rousseau a aimé. Donc Rousseau était un très bon expert pour nous dire ce qu'il fallait faire. On n'a pas besoin de... Peu importe que les gens savent que Rousseau était là ou pas. Ce qui a l'impression, c'est qu'ils partagent la même émotion. Cette fontaine, là aussi, Gilles peut en parler, c'est venu de Paris, ça, quand on a fait le Jardin des Halles. Enfin, je préfère la Cour du Maroc, ça c'est Vaillant qui a décidé, Jardin des Halles. Cour du Maroc, ils avaient peur du mot, je ne sais pas. Parce que c'était l'esprit du lieu, c'était les ouvriers marocains qui travaillaient à la gare de l'Est. Tout à coup, Jardin des Halles. Là, alors le déplacement était brutal. Mais on a fait cette fontaine justement parce qu'on avait un problème avec Michel Corajou qui était associé avec nous. Il voulait mettre cette fontaine Bayard, tranquille. Bon, d'accord, mettre une fontaine Bayard. C'est vrai que ça marche, mais je disais c'est quand même un peu pénible d'avoir un vocabulaire, justement, on parlait de la précision des mots, et tout à coup tu as un mot qui vient du 19e siècle, là, qui vient dans ta soupe. J'aimerais qu'on cherche autre chose. Et on a dit, bon, cherche. Alors on a commencé à faire des fontaines comme à Barcelone, un peu en blé, total désastre. Jusqu'au moment où on a dit, attendez, ils nous demandent dans le parc une absolue nécessité pour les personnes handicapées à mobilité réduite d'accès partout. Or, j'ai vu que la fontaine Bayard, c'est pas du tout bien si tu es dans une chaise roulante, parce que tu te mets dans les grilles et tout. Donc, on est parti sur une fontaine pour handicapés. Et on a tout de suite vu qu'il faut toujours mettre une table, les gens peuvent glisser les chambres dessus. Voilà. Donc, après, on l'a modifiée. Et cette fontaine, elle ressemble à une fontaine qui s'appelle Playground de Tony Smith, qui est presque la même forme. Donc, ça, je ne connaissais pas, je dois dire, cette fontaine, mais j'étais très influencé par cette sculpture de Tony Smith. Donc là aussi, les champs de l'art et on est contaminé sans le vouloir. Et on a finalement fait ça, et vous voyez, ça c'est la Cour du Maroc. Et je suis très heureux de voir que les migrants peuvent utiliser la fontaine dans la précision du vocabulaire. Ça veut dire qu'ils peuvent poser un baquet là, etc. Donc, moi, peut-être c'est un peu exagéré de passer trop de temps sur cette fontaine, mais vous savez, j'ai eu une réaction, une fois j'ai montré ça, parce qu'on a fait ce projet aussi en Israël. Bon, j'étais là une fois avec... Peter Walker, vous connaissez le paysagiste américain, et on marchait et je lui ai dit, je lui explique cette fontaine parce qu'on s'approchait de la fontaine et je lui ai dit, ben, évidemment, tu ne verras pas d'handicapés parce qu'il y en a très peu. Et puis quand on est arrivé, il y avait ça. Alors c'était le miracle parce que... Mais c'est vrai qu'il y en a très peu. Mais ça, j'ai appris aussi quand j'étais en Hollande, de Aldo van Eyck. Si tu t'occupes des choses les plus fragiles, des gens les plus fragiles, tu donnes à tout le monde quelque chose de plus, pas seulement à eux. Moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas devant chaque fontaine une table. Parce que c'est pratique, tu veux te laver les mains, tu as ton appareil de photo, un livre, ton bébé, des fruits, tu les poses sur la table, non? Et pourquoi alors on a appelé ça une fontable, en pensant à Francis Ponge. Mais on a fait ça en Israël et... Vous voyez, ça c'est à Tel Aviv. Et les enfants jouent, donc ça c'est pas Michel Foucault, rassurez-vous. Mais... Et on a irrigué la ville, alors on n'a construit que 3, mais ça veut dire qu'une toute petite fontaine, parce que c'était Bat-Yam, le premier landscape biennale d'architecture de Bat. Et moi je leur ai dit, écoutez, attendez, c'est compliqué de faire quelque chose en Israël avec cette mémoire, etc. Et j'ai dit, c'est une des premières choses qui a été... Puisqu'il fallait embellir l'espace public, enfin l'améliorer l'espace public d'une ville assez... Bat-Yam, c'est à côté de Tel Aviv, assez sèche, assez aride. Il n'y avait pas de fontaine, j'ai vu ça. Et moi, je leur ai proposé, non pas de faire une allusion trop lourde à ce qui s'est passé, mais quand même, on ne peut pas oublier que la première chose dont on a privé les déportés, c'était de l'eau. Tout le monde sait qu'ils n'avaient pas à boire dans ces... Donc, mettre dans la ville des ponctuations d'eau,
c'était ma manière d'évoquer avec un peu de distance quelque chose qui me dépassait. Et puis les enfants les utilisent d'une manière tout à fait sympathique. Bon, je crois qu'on va faire une pause. Juste deux, trois choses par rapport à ce que tu dis du récit. C'est-à-dire qu'on peut imaginer mieux comme un récit qu'un fleuve ou qu'une rivière. Et effectivement, tu as ménagé dans ce projet des moments, des chapitres en quelque sorte, qui ne sont pas clos, mais qui sont des sortes de stases ouvertes qui permettent de se reposer, de méditer, d'avoir une approche pas simplement optique de la rivière, mais aussi, comme on dit parfois, haptique, c'est-à-dire ce verbe qui veut dire toucher en grec, qui n'est pas nécessairement d'ailleurs le fait de toucher les choses concrètement, mais qui est le fait de pouvoir restituer par la vue le sens du toucher. C'est ça, c'est un équivalent en fait, ça n'est pas simplement le fait de mettre la main dans l'eau ou sur un objet. Or, il y a ce caractère haptique, je trouve, dans cette rivière qui la rend très désirable au fond. Et ce que tu as montré, les enfants, les adultes, la façon dont on s'en sert d'une certaine manière, si c'est pas servir, mais c'est pas le bon mot, mais dont on en jouit en fait, tout simplement. C'est tout à fait dans ce sens. Et tu parlais de joie, je pense que c'est le terme, la joie, c'est ce qui transporte, hein, c'est l'euphorie, c'est ce qui, disait Spinoza, augmente la puissance d'agir. Il y a un peu de ça, quoi. Il y a ce sentiment que, bon, tes images aussi sont au soleil, elles sont pleines de gaieté, de fête, mais on sent que c'est possible en tout cas, et que c'est certainement ce qui doit se passer au mieux dans cet environnement. Alors, ce que je vois aussi, c'est cette idée de pittoresque. Alors, pittoresque, c'est un bon mot en fait. Pittoresque, si on le prend au mauvais sens, c'est quelque chose qui est plein d'accidents étranges qui vont exciter un peu la sensibilité à bon marché. Mais c'est pas ça en fait. Si on prend pittoresque au sens premier, c'est-à-dire d'abord ce qui est digne d'être peint, c'était ça, pittoresco. Mais ensuite, c'est ce qui marque le mouvement des choses. Quand vous lisez Wölfflin dans son grand livre sur les formes de l'histoire de l'art, il donne à pittoresque ce sens-là, c'est-à-dire ce qui est frappé par le temps, ce qui marque le passage du temps. Les ruines sont pittoresques parce qu'elles nous racontent quelque chose du temps, elles sont la mémoire de ce temps qui est passé. Et donc, de ce point de vue-là, quoi de mieux pour raconter une histoire? Et cette rivière raconte une histoire où elle fait dérouler un certain nombre de scénarios, et ceux que tu as racontés avec Rousseau sont merveilleux. Et peu importe qu'on les lise exactement, tels que tu les racontes, d'abord j'adore que tu les racontes, c'est ton art de conteur, mais la rivière est un conte aussi, et donc de ce point de vue-là, on aura tes mots, on aura les formes de l'eau et de végétal, peu importe. Alors, tout ça me ramène à ce... J'ai fait une exposition il y a, en 2018 qui s'appelait Récit du monde à Lubeck. Et en fait, je voulais l'appeler Le devisement du monde. C'est en fait le livre de Marco Polo qui s'appelait comme ça, celui qui va raconter en 1299 ses aventures, si on peut dire, en tout cas ses expéditions dans l'Est. Bon, finalement, ils ont préféré que ce soit les récits du monde, peut-être c'était plus compréhensible, mais récits du monde, pour moi, c'est le fait que le monde parle à travers le récit. C'est pas simplement raconter le monde, c'est le fait que le monde se raconte. Et le monde se racontait dans cette exposition à travers les archives, des voyageurs, des touristes depuis le 19e, et qui ainsi faisaient une sorte de grande narration collective, avec cette idée qu'il y avait un commun là, à partager, commun qui est au fond ce qui a donné lieu à cette rivière. Ce que tu as évoqué, c'est bien sûr ton projet, et c'est beaucoup de générosité que de nous y associer comme tu le fais, mais il y avait quand même cette idée du commun, hein, cette phrase qu'on aime beaucoup, Jean-Marc et moi, de Kant, c'est « penserions-nous bien et penserions-nous beaucoup si nous pensions, pour ainsi dire, en commun, avec les autres auxquels nous faisons part de pensées et qui nous communiquent les leurs ». Alors, cette idée que la pensée est collective, qu'elle est un commun, elle est centrale en fait, et on ne peut pas s'en défaire. Et je pense que cette pensée-là, c'est pas une pensée seulement théorique, c'est une pensée pratique, comme tu l'as montré. Donc cette rivière, elle est l'organisation d'une pensée en acte en quelque sorte, et si on y a contribué, tant mieux, j'en suis très heureux et fier, mais je pense qu'évidemment, on revient complètement à la fin, mais c'est le projet qui est aussi fait de tout cela. Alors, il y a
Enfin, une chose qui m'intéressait de dire aussi, c'est les emprunts que tu fais à l'art contemporain ou au vocabulaire classique des jardins. Je pense que ces emprunts ne sont pas des influences. C'est un mot que je n'aime pas beaucoup, influence. Je pense que c'est un mot univoque. C'est comme une boule de billard qui viendrait taper contre une autre et produirait un effet. Alors, qui est influencé ne l'est qu'à proportion de ce qu'il désire être influencé. C'est-à-dire qu'en fait, l'influence rencontre une attente. S'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'influence. Donc au fond, le terme d'influence, je pense que ce n'est pas tout à fait ça. Ça serait plutôt une sorte de disponibilité à, ou toi, pour moi. Et cette intégration de ces éléments du vocabulaire, soit contemporain, soit classique, est faite d'une manière extrêmement libre, qui montre bien qu'au fond, ce n'est pas une simple influence, ce n'est pas la reproduction de quelque chose, c'est la transposition, tu l'as dit assez d'ailleurs, c'est la transposition d'un type de vocabulaire, de certains types de vocabulaire, de segments, en quelque sorte. Ça me fait un peu penser, je ne sais pas, je suis fasciné par ça, on parle de vocabulaire. Chez les Naki, qui sont une ethnie du Yunnan, en Chine, il y a 52 minorités, les Naki, ils ont un type d'écriture fait de pictogrammes. Donc ce n'est pas du tout les idéogrammes chinois, ce sont des pictogrammes. Ces pictogrammes signifient de façon polysémique à chaque fois quelque chose, mais en se concentrant sur un sens qu'on pourrait tenter de définir. Si on met ces pictogrammes ensemble, de façon qu'on en mette 5 les uns à côté des autres, ils composent un sens, une phrase. Et en prenant les mêmes pictogrammes et déplaçons-les et mettons-les dans un autre ordre, il y en aura un autre sens, il y en aura une autre phrase. Et j'ai le sentiment, au fond, que tu joues un peu avec ces éléments, comme avec ces pictogrammes Naki, c'est-à-dire qu'ils composent un récit d'un certain genre, mais qu'on peut aussi nous-mêmes recomposer selon le parcours qu'on aura fait le long de cette rivière, si on vient d'un point ou d'un autre. Et les emprunts que tu fais alors, plutôt que les influences que tu subis, me semblent du coup très, très riches, parce qu'ils sont investis de tout un imaginaire qui, autrement, en donnerait une pauvre littéralité, en quelque sorte. Alors, c'est d'ailleurs ce que je peux reprocher beaucoup à... puisque moi, c'est souvent, on me dit, ah oui, c'est l'art, le paysage, donc l'art, les artistes, le paysage, ils font de l'art. Mais souvent, c'est pauvre. Hein. Souvent, c'est pauvre, de la façon dont les paysagistes se servent des artistes ou se servent des références artistiques. Je pourrais citer des noms qui sont catastrophiques, où on refait presque à l'identique je ne sais pas quoi, par exemple l'œuvre des Maria, de Liebig, on le refait en bois, je ne citerai pas qui, mais c'est grotesque au fond, parce que la magie de ce... Si on peut parler ainsi, mais je crois qu'il y a une forme de magie dans cette opération, elle est totalement détruite, elle n'existe pas, le site est un autre site, etc. Donc c'est toute la difficulté de transposer des productions artistiques dont on peut s'inspirer le cas échéant, mais en les réinvestissant de son propre imaginaire. C'est bien qu'en fait, à la fois on rend hommage à l'artiste à qui on a fait cet emprunt, et en même temps on l'augmente de sa propre sensibilité pour la faire partager avec les autres. Oui, tu as raison. Mais je voudrais encore revenir, si on a le temps, 2 secondes, sur comment ça marche. Parce que tu as raison, je te dis, c'est pas une influence, mais il y a des textes, par exemple. Parce qu'une des choses qui, dans cette transposition trop littérale, par exemple, aussi Smithson a été pilier avec ses Spiral Hill, on en voit partout, non? Qui c'est qui n'a pas fait un machin là. Mais il y a des textes qui te nourrissent, et après, à toi d'en faire quelque chose vraiment. Et un des textes, par exemple, je parlais un peu trop brièvement de l'importance de l'empreinte du canal. On n'a pas laissé autre chose qu'une empreinte du canal. Et ça vient de toute une discussion que toi tu connais, de Didier Huberman, de cette exposition qu'il avait fait avec, je crois, Rosalind Krauss sur l'empreinte. C'est une trace qui reste, c'est quelque chose. Et là, il y a un monde, il faut faire à la fois, moi ce sont des lectures, si vous voulez, des parcours dans les expositions, une sorte d'intérêt ou de passion pour ce qui se passe dans le domaine artistique, peut-être jalousie, je ne sais pas, et c'est tellement plus simple pour eux, c'est pas vrai, mais, et puis en général j'ai des tonnes de lectures et puis ça donne, c'est la montagne qui accouche d'une souris, quoi. Mais tant mieux, parce que je crois qu'autrement on risquerait d'être
des copieurs simplement. Et moi, quand je lis des choses, par exemple, il y a dans le livre qu'il a écrit sur le land art, il y a, je crois, c'est Hegel qui parle de la sculpture inorganique. Il dit c'est ni de l'architecture ni de la sculpture. Mais c'est un filon peu utilisé encore, qui est central, parce que qu'est-ce qu'on fait, nous? Alors, est-ce que c'est de la sculpture? Et ça, cette idée qu'il y a des... Un peu comme Bachelard, c'est ni exact ni inexact, c'est de nouveau inorganique. C'est presque comme s'il avait dit aorganique, non? Dans le sens de Bachelard. Et là, on a vraiment une chose. Mais j'aimerais vous dire une chose. Je vais lire quelque chose maintenant pour être plus précis, parce que j'aimerais finir par... Pas finir parce que vous pouvez parler, mais je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans le temps. Mais aujourd'hui, le projet, tu as dit, la partie, la mise en commun des choses. Ça, c'est pour moi. Qu'est-ce qu'on fait dans sa vie avec un projet? Pourquoi je passe tellement de temps avec un projet? Vu ce qui se passe dans le monde, comment on peut... Le projet... Alors, il se passe quelque chose. Peut-être je ne veux pas lire, mais si vous voulez, le projet tel qu'il est maintenant, il est un peu célébré, on a des prix, tout ça, d'accord. Mais je n'en vois, comme je vous l'ai dit au début, que ce qu'il faut explorer et les limites, parce que les limites sont nombreuses. Donc un bon projet, il construit la question suivante, pour moi, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de fin. Mais aujourd'hui, Descola dit que ce problème entre nature, non nature, culture, humain, non humain, il dit, il cite, vous l'avez tous lu, ce fleuve de Nouvelle-Zélande à qui on a donné une personnalité juridique de pouvoir la défendre. Il dit, enfin, je ne veux pas entrer en détail, mais vous devez voir à peu près ce qui se passe là. C'est-à-dire que tout à coup, pour défendre un bassin versant, on lui donne une personnalité juridique. Alors, Sarah Van Nuxen a écrit des choses là-dessus. Ça peut sembler bizarre de donner une personnalité juridique à une entité qui n'est pas humaine, mais il y en a plein, quoi. Les sociétés anonymes, dans le business, ce n'est pas des hommes, mais ils ont une personnalité juridique, par exemple. Et puis, un enfant, il le donne. Un petit bébé, il a une personnalité juridique, on ne peut pas le tuer, mais il ne peut pas se défendre. Donc, il a ses parents ou un avocat. Donc, il y a toujours une transposition. Si on donne une personnalité juridique à un fleuve, ça veut dire qu'on donne à des mandants le devoir de défendre ce fleuve. Truc juridique très important. Et il dit, évidemment, c'est plus facile quand on est dans des sociétés comme en Nouvelle-Zélande, animistes, de type animiste, c'est-à-dire qui entretiennent des relations différentes que nous, avec le monde des humains, des non-humains. Et il dit, chez nous, comment faire, par exemple, pour qu'un bassin versant soit pris en compte? Et je voudrais finir ça parce qu'il se passe quelque chose maintenant. Ça devient le centre de nos discussions. Comment réactiver cette défense du bien commun? Aujourd'hui, tout devient privatisé. On a une destruction du collectif organisé, non? Il me semble. Donc, nous, avec un projet comme homme, qu'est-ce que je peux faire? Et je vois une chose qui se passe, parce que tu as dit, ce que vous avez dit les deux. Il y a deux leçons. Une, c'est que les gens aiment beaucoup le projet. Au début, c'était difficile. Quand on a fait avec le béton, c'était vraiment dur. Et aujourd'hui, tout le monde se promène et le béton, ils s'en foutent complètement. Ils sont là, ils s'assoient dessus et tout. Et ils sont, peut-être Sartre parlait, j'ai l'impression que c'est un groupe en fusion. Il se passe quelque chose, les gens viennent là, il y a beaucoup de monde, mais 10 km, c'est très étendu, donc il n'y a pas d'effet de masse. Et c'est comme si ils redécouvraient haptiquement la rivière ou la ruine. Alors vous voyez des gens qui lisent. Je n'ai jamais vu un type qui lisait au parc de la Villette, par exemple. Il faut voir, il faut être actif, quoi. Bon. Mais là, il y a des gens qui font de l'aquarelle, il y a des gens qui se parlent, ils aiment ce lieu. Donc je me dis, comment on pourrait renforcer ça? Ça, c'est bien le problème. Comment on pourrait... Alors c'est pour ça qu'on fait des livres, des expositions, et ça, c'est une première chose. Ensuite, ça, c'est vraiment, pour moi, la tâche aujourd'hui, dans la 4e étape, c'est comment renforcer cette attractivité pour les gens communs.
pour qu'on partage cette nouvelle rivière. Et ensuite, il y a une leçon quand même que, on peut appeler ça la leçon de la rivière, si ce n'est pas trop prétentieux. Cette histoire de la matrice de diagramme en losange, j'ai parlé avec Ken Frampton, là, le historien de l'architecture, il dit c'est paradoxal, plus la grille est définie, plus la rivière est libre. C'est paradoxe quand même. Hein. Si tu veux dessiner une rivière comme ça, elle est moins libre que si tu lui donnes une rivière. Et moi je me dis, est-ce que ce n'est pas la même chose en urbanisme? C'est-à-dire que quand tu donnes... Parce que le danger de faire une forme trop rapide à la rivière, ça devient une grimace. C'est comme si toi, tu n'arrêtais pas de sourire. C'est pénible au bout d'un moment, ou bien faire toujours la même plaisanterie. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas trop vite dans les villes des formes qui arrivent trop vite par rapport à des grilles urbaines qui se modifient peut-être en hauteur, etc. Mais il y a une leçon de la rivière, alors ça a été même, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forme qui permet la liberté. Et ce n'est pas du tout l'informel qui est plus libre, c'est l'ouverture de cette forme. Et je dois dire que j'avais fait une fois une conférence, enfin une conversation comme aujourd'hui, avec Jean-Christophe Bailly dans un autre contexte de rencontre. Et puis, voilà, on a parlé comme ça, un peu comme aujourd'hui. Et le lendemain, sur France Culture, il y a M. Xavier Delaporte qui faisait à ce moment une très belle petite 3 minutes, 4 minutes chaque matin. Il était dans l'Assemblée, moi je ne l'avais pas vu, et il a fait j'espère que je peux dire cette anecdote, sans heurter diplomatiquement les choses, mais il a intitulé sa rivière « Macron ou la rivière trop bien dirigée ». Il a dit, vous voyez, j'ai assisté hier à une conférence, ils ont dit, bon, il y avait un canal, et puis on va sortir la rivière du canal, et puis voilà. Mais ils n'ont pas dessiné une rivière. Ils ont dessiné un diagramme où la rivière pouvait... Il appelle ça une constituante. Il dit, vous voyez, Macron, il voulait sortir la politique du canal, mais il a dessiné tout de suite la rivière. Il a oublié qu'il fallait demander l'avis à la rivière, ou à vous, quoi. Voilà, merci. Il ne fallait pas le dire, ça. Question ? Merci beaucoup de nous avoir vraiment exprimé tout ce laboratoire à ciel ouvert, cet espace public rural qui finalement, avec tout ce que vous dites, devient fondamental comme projet à nos yeux. Et effectivement, donc, cette année, le projet R a donc un prix européen du paysage. Oui. Donc on comprend pourquoi. Formidable, bravo. Merci. La Suisse ne fait pas partie de l'Europe, mais elle fait partie du Conseil de l'Europe, et c'est le Conseil de l'Europe qui donne un prix. Bon. Alors peut-être moi j'avais envie d'avoir justement quelques mots sur la Suisse et aussi ses architectes. En fait, je voulais aussi vous conseiller, pour ceux qui ne connaissent pas très bien Georges Descombes, de voir ce film qui s'appelle Un architecte dans le paysage, réalisé par Carlos Lopez, parce que du coup vous verrez aussi les projets qui ont été faits en amont de celui-ci, qui en nourrit aussi ce projet-là, en quelque sorte, et qui nous font cheminer vers ce projet fondamental. Enfin, c'est un peu mon point de vue. Et donc par rapport à la Suisse, moi j'avais juste envie de vous poser quelques questions, parce qu'il y a des architectes dans le paysage de la Suisse qui font des choses extraordinaires, ça Zumthor, Viatti, et donc nous parler un petit peu à la fois de l'enseignement et de ce mouvement des architectes. Oui, c'est très différent. Alors la Suisse, comment dire, on peut critiquer la Suisse à bien des égards, je ne vais pas entrer là-dedans, mais il y a une structure politique décentralisée, c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les modifications à venir sont plus aisées à faire du fait qu'on a quand même 26 cantons, avec chacun une langue souvent différente. Il y a l'allemand, l'italien, bien si, 75% allemand, 20% français, 5% italien, et puis le romanche en plus.
Mais c'est 26 cantons ou demi-cantons qui ont chacun leur police, leurs impôts, leur système sanitaire, leur système éducatif. Et ça marche. Il y a une décentralisation complète des transports. Ça a été fait, gauche et droite confondues, dans les années... si vous voulez, la dernière constitution, elle date de 1848, où on a fait un équilibre entre les villes et les campagnes. Il y a aussi, c'est un peu comme le Sénat, donc ils ont vu qu'il faut faire très attention à donner la parole à des groupes. Il y avait aussi le problème de la protestantisme et catholicisme, etc. Donc c'était très très compliqué. Et on a le droit d'initiative, c'est encore autre chose que le référendum, parce que le référendum, on se pose à des lois, si on a un nombre de citoyens, mais l'initiative, c'est qu'on peut même proposer une nouvelle loi, etc. Tout ça, ça marche pas tellement bien, si vous voulez, mais une des choses qui fait tenir ça, c'est territorial, c'est, parce que je veux répondre à votre question sur Zumthor ou sur les Grisons, donc on est un pays très montagneux, très très montagneux, et le réseau de transport, les chemins de fer, est absolument impeccable. Je crois que les Suisses sont ceux qui utilisent le plus de chemins de fer au monde, comme 80. Et vous allez de Genève à Sion, ils ont organisé leur système. Je le trouve important parce que les Gilets jaunes, ou ce qui s'est passé, moi j'habite des fois en Bourgogne, il n'y avait rien de transport en commun. Ça devient un problème politique. Et le réseau des transports fédéraux suisses, donc il y a beaucoup de chemins de fer privés du reste, qui sont financés par la Confédération parce qu'ils ont décidé que c'était bien d'avoir un service privé financé, parce que c'est dans le bien, gauche et droite confondues, ils ont dit si on n'a pas un réseau de distribution et de transport dans la Suisse, on aura des problèmes. Pas mal. Tu prends le train à Genève, tu arrives à Sion, et tu vas aller dans les montagnes tout en haut. C'est des horaires qui s'appellent cadencés, c'est-à-dire que vous arrivez à Genève, vous allez à Bienne, vous voulez aller à Bâle ou à Berne, vous arrivez sur un quai, dans les 5 minutes qui suivent, tous les autres trains arrivent, vous passez d'un quai à l'autre et ça repart. Et puis après, dans la gare, il n'y a plus de train pendant une demi-heure, puis ça revient. Donc il y a un réseau vachement bien organisé. Ensuite, quand vous arrivez, par exemple, dans une ville comme Sion, vous voulez monter dans la montagne, vous descendez du train, il y a des cars postaux. C'est des cars postaux, tu les as vus. Très souvent, toutes les heures, il y a un car postal qui monte jusqu'au dernier village. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ce qui explique que, par exemple, Zumthor, il est le plus connu, mais il y a un homme, peut-être pour moi encore plus important, c'est Caminada. Peut-être vous avez entendu. Caminada, il est dans un petit village de Vrinn, c'est dans les Grisons, mais il peut être en 1h30 à Zurich, où il enseigne à l'école polytechnique fédérale. Parce qu'il y a un car postal qui va à la station de Coire. À Coire, il prend le train, et puis il est en 3/4 d'heure à Zurich. Donc, cette expérience qu'il a fait, il a dit, lui, c'est là, pour moi, ça me touche, c'est vraiment un rapport architecture, territoire, paysage. Il dit, arrêtez de penser que les Alpes ou le paysage montagneux n'est là que pour le ski des touristes zurichois ou genevois. Non, il a une culture dans ce truc. Alors il a fait depuis, vous le connaissez peut-être, depuis 30 ans, il a eu une attitude que je partage, c'est qu'il n'y a pas de grands projets ou de petits projets. Il fait pour 4 chèvres dans le Jura, dans le village, il fait un chef-d'œuvre d'intelligence et de beauté plastique. Ils ont remis Donc ils cherchent comment que cette communauté montagnarde soit revivifiée. Comment on peut la sauver? C'est un peu désespéré peut-être, mais il essaye. Et ce n'est pas du tout dans l'idée que je vais me refermer sur cette communauté. C'est le contraire même. Et c'est pour ça que j'ai parlé des transports. Et lui, par exemple, il a fait parce que c'est les Grisons, la partie où il est très proche de la frontière avec l'Italie. Et beaucoup de ces églises, par exemple, qui étaient dans ces petits villages, étaient faites par des maçons italiens qui traversaient. Et ils ont refait la place du village, et là, il a utilisé une pierre italienne, donc avec un
un appareillage local, mais une pierre italienne, pour bien montrer cette perméabilité de la frontière. Donc, moi, je dois dire, très très intéressé par cette dimension bassin versant, si vous voulez. C'est justement le... Bon, il y a beaucoup, on parlait de Gary Snyder, beaucoup d'Américains aussi, écologistes, qui sont écologistes et poètes et philosophes, qui disent que s'occuper du monde qu'on connaît, par exemple, même Rousseau dit que la démocratie, elle n'est possible que dans des petites unités, parce qu'on se connaît. C'est très difficile, la démocratie directe. Par exemple, en Suisse, il prend l'exemple de la Suisse, parce que tu peux avoir des Landsgemeinde où les gens lèvent la main pour se mettre d'accord, parce qu'ils se connaissent tous un peu. Quand on est dans une métropole, c'est plus difficile. Donc ces expérimentations entre le local, il ne faut vraiment pas voir, il y a plein de défauts à la Suisse, hein, je ne suis pas en train de faire, tu vois, je suis binational, rassurez-vous, mais l'échelle, ce qui m'intéresse avec la Suisse, c'est que ce système politique fédéraliste permet des expériences. Par exemple, c'est ce que Dominique Bourg appelle des dérogations. Par exemple, une des choses qu'on devrait faire aujourd'hui, et je crois que nous avons pu faire ces projets plus facilement dans le paysage que dans l'architecture de logement, etc., où la réglementation est très, très invasive, comme vous le savez. Donc, le paysage, ils n'ont pas encore complètement trouvé le moyen de le contrôler complètement. Donc, je crois que ce n'est pas par hasard qu'on s'est trouvé là-dedans, en faisant des expérimentations. Mais l'idée d'avoir, comme dit Bourg, parce que changer une loi, c'est difficile. Ça prend du temps, mais déroger à une loi en disant on vous permet de faire des expériences dans une certaine mesure, ça me semble être intéressant. Alors il y a une échelle vraiment, bon, moi je n'ai jamais vu de problème grave entre les Suisses allemands et les Romands. Oui, il y a toutes les anecdotes qui courent, mais d'une manière générale, c'est quand même un exemple d'un pays, encore une fois, non pas comme un État satisfaisant, mais comme alors un peu comme notre rivière, un diagramme plus riche que la royauté républicaine que vous pratiquez. Ou l'idée qu'un mec peut tout décider, ça me semble tellement presque comique, non? Enfin, tout à fait comique. Ben, venez, je vous le donne.